3000 ans se sont écoulés depuis qu'Ender, qui n'était alors qu'un jeune enfant, extermina les Dorifores. D'abord acclamé comme un héros, le sauveur de l'humanité, il est désormais considéré comme le pire criminel de l'histoire, le premier à s'être rendu coupable de xénocide. 3000 ans plus tard, Ender est censé être mort depuis bien longtemps. Mais grâce aux effets de la relativité lors des voyages interstellaires, il vit en réalité toujours, et n'a même vieilli que de quelques décennies. Désormais, il endosse un rôle très singulier, être le porte-parole des morts. Appelé auprès d'un défunt, il s'efforce de retracer son existence, sans flatter ni déformer, dévoilant les zones d'ombre aussi bien que les éclats de lumière. De monde en monde, il poursuit sa mission, tout en cherchant pour la dernière reine des Dorifores une planète où elle pourrait renaître dans les meilleures conditions. Bien longtemps après le xénocide d'Ender, l'humanité a découvert, sur la planète récemment colonisée de Lusitania, une nouvelle espèce extraterrestre intelligente, les Piggies. Petits êtres à la silhouette porcine, technologiquement primitifs mais capables de communiquer, ils apparaissent comme une chance inespérée de rédemption. Hantée par la culpabilité du passé, l'humanité se jure de ne pas répéter les erreurs d'autrefois. Une petite colonie humaine est donc autorisée à s'installer sur Lusitania, mais sous des conditions très strictes. Elle restera isolée afin de ne pas perturber le développement culturel des Piggies. Seuls quelques scientifiques sont autorisés à interagir avec eux, et sans rien leur révéler de l'humanité. L'objectif est de les observer sans les influencer, de les comprendre sans entraver leur évolution naturelle. Mais le jour où le chef des scientifiques est retrouvé sauvagement assassiné par les Piggies, la tension explose. Bientôt, les mondes entiers ont les yeux rivés sur cette petite planète où la deuxième espèce extraterrestre connue semble avoir déclaré la guerre. Les civilisations sont-elles donc condamnées à ne se rencontrer que dans le sang ? La Voix des morts, second tome du cycle d'Ender d'Orson Scott Card, est un ouvrage bien trop méconnu au regard de sa richesse conceptuelle. C'est un texte passionnant, déroutant et par moments complètement barjot. Si la stratégie Ender captivait par son immersion dans l'esprit d'un stratège militaire prodigieux, ses batailles futuristes, ses interrogations éthiques sur la guerre et le commandement, La Voix des morts s'attache à explorer les répercussions morales, philosophiques, laissées en suspens par le final magistral du premier tome. C'est la suite que j'espérais et elle a pleinement tenu ses promesses. Ici, Orson Scott Card déploie une typologie des formes d'altérité. Imagine une expérience de pensée biologique aussi audacieuse que dérangée, livre une véritable leçon de relativité culturelle et propose une vision singulière des relations entre civilisations extraterrestres. La première partie est garantie sans divulgachage. Ensuite, je vous préviendrai au moment où je révélerai des éléments clés de l'intrigue, et ce sera à vous de choisir si vous voulez continuer l'analyse ou lire le roman d'abord. Le xénocide des Dorifores a laissé l'humanité suspendue au bord d'un abîme moral dont elle ne peut détourner le regard. Passé le temps du soulagement de la victoire, il ne nous reste plus qu'à contempler l'horreur de nos actes, l'anéantissement total d'une civilisation entière. Le plus grand crime qu'il soit possible de concevoir, perpétré autant par ignorance que par peur. Nous étions deux voix dans l'univers, il ne reste aujourd'hui plus que nous. De ce traumatisme collectif émerge une profonde réflexion sur la manière d'entrer en relation avec l'altérité. Ce sont notamment les écrits de Démosthène, pseudonyme emprunté par Valentine, la sœur d'Ender, qui vont offrir un cadre conceptuel à cette analyse. Elle y élabore une typologie des formes d'altérité, connue sous le nom de hiérarchie d'exclusion, qui irrigue en profondeur tout le roman. Les autres sont ainsi classés en 4 catégories. La première catégorie, c'est l'outlanning, un humain venu d'un autre pays ou d'une autre ville. C'est ce qu'il y a de plus proche de nous. La seconde, c'est le framling, que nous considérons comme humain, mais qui vient d'une autre planète. À savoir que dans le roman, l'humanité, à cette époque-là, après la victoire sur les Dorifores, a fait des colonies sur de nombreuses planètes. Donc il va y avoir des humains qui viennent à l'origine de la Terre, mais qui ont fait leur vie sur les différentes planètes, et donc au fur et à mesure
Il existe des êtres humains qui sont nés sur d'autres planètes, mais qui restent très proches de nous parce qu'ils sont humains. Ensuite, nous avons le Raman, que nous considérons comme humain, mais qui appartient à une autre espèce. Et enfin, la dernière catégorie est celle du Varels, un être dont on ne peut ni comprendre ni partager les intentions. C'est l'étranger absolu. Peut-être qu'il peut être intelligent, il peut être conscient, mais ça nous n'avons aucun moyen de le savoir. Cette grille de lecture, c'est un peu la clé de voûte du roman. Et la grande question, ça va être de savoir comment l'humanité va considérer les Piggies. Cette classification, elle n'est pas figée, et elle ne définit pas simplement l'altérité. En réalité, elle révèle surtout beaucoup de celui qui observe et qui classifie, comme l'écrit Démosthène. La différence entre Raman et Varels n'est pas inhérente à la créature qui est jugée, mais à celle qui juge. Lorsque nous déclarons qu'une espèce nouvelle est Raman, cela ne signifie pas qu'elle a franchi le seuil de la maturité morale. Cela signifie que nous l'avons franchi. Autrement dit, attribuer une catégorie n'est jamais un acte neutre. C'est un jugement de valeur, un positionnement moral. Le regard de l'observateur devient la véritable mesure de la civilisation. Considérer un être comme Raman traduit moins de la progression de l'autre que la capacité de l'humain à dépasser ses propres préjugés, à étendre son empathie, à reconnaître la conscience malgré la différence. Inversement, qualifier un être de Varels révèle la limite de notre compréhension, le point où notre tolérance et notre imagination échouent. Dans un premier temps, les Piggies vont être considérés comme des Raman. Une altérité certes déroutante, mais intelligible, et avec qui la cohabitation semble possible. Ils vivent en relative harmonie avec les humains, chargés de les étudier, dans un équilibre fragile mais prometteur. Cet espoir s'effondre brutalement lorsque Pipo, le chef des chercheurs, est retrouvé mort, atrocement mutilé, dans ce qui ressemble à un rituel barbare. L'acte est d'une violence inexplicable, presque gratuite, et vient briser toute illusion de compréhension mutuelle. Ender est alors appelé pour prononcer ses paroles sur la mort de Pipo. Mais très vite, il devine que sa mission est bien plus vaste et bien plus importante. Il doit percer le mystère des Piggies avant que les humains ne les reclassent comme Varels. Car si cela arrive, leur extermination sera inévitable, tout comme celle des Dorifores avant eux. Encore une fois, Ender tient le destin d'une espèce entière entre ses mains. Ce constat ravive en lui une question obsédante. Était-il inévitable, lorsque des inconnus se rencontraient, que la rencontre soit marquée par le sang? À mesure que les scientifiques enquêtent, l'incompréhension s'épaissit. Les Piggies ont un niveau de conscience assez développé pour être capables de conceptualiser l'altérité. Ils se sont même approprié la hiérarchie de Démosthène. Ainsi, les autres tribus Piggies sont qualifiées d'Outlanding et les humains de Framling. Jusque-là, rien de surprenant, ils ont bien compris le concept. Mais ce qui défie toute logique, c'est la catégorie qu'ils réservent à leurs propres femelles. Des Varels. Figure presque mythique, les femelles Piggies sont entourées d'un mystère total. Aucun humain n'a jamais été autorisé à les voir. Biologiquement, elles devraient être au plus proche des Piggies. Pourquoi alors les classer comme des étrangères absolues? Est-ce un contresens sur la hiérarchie de Démosthène ou la preuve que nous ignorons tout de leur véritable nature? Un détail glaçant, relevé avant le meurtre de Pipo, avait déjà annoncé la tragédie. Les Piggies avaient demandé si les femelles humaines étaient stupides, puisqu'elles n'avaient pas compris que Pipo devait mourir. Ce qui s'est produit ne ressemble pas à un simple assassinat, mais à un rituel dont le sens échappe encore aux humains. Dans la partie suivante, j'annonce que des éléments clés de l'intrigue vont être révélés. Et je vous conseille d'avoir bien lu le roman avant de poursuivre, car le suspense joue en grande partie dans le plaisir de lire cette œuvre. Pour faire de la science-fiction, il faut non seulement de la fiction, mais il faut surtout de la science. Orson Scott Card imagine des hypothèses biologiques à la fois plausibles, inventives et profondément intégrées à l'intrigue. Nous suivons ici des xénobiologistes, à la croisée
entre l'anthropologie et la biologie, qui vont conjuguer leurs deux disciplines pour percer le mystère des Piggies. Novina insiste sur l'ampleur de la démarche scientifique nécessaire. Comprendre les Piggies ne se limite pas à observer leur comportement. Il faut pénétrer leur biologie, étudier leur génétique, analyser ce qu'il se passe au niveau cellulaire, car leur évolution est radicalement différente de celle des humains. Les Piggies rencontrés par l'équipe de chercheurs sont tous des mâles. Ils vivent en tribu, fabriquent des outils rudimentaires, maîtrisent le langage et ont appris la langue des humains de Lusitania. Mais deux énigmes persistent. D'une part, les femelles, que les humains n'ont jamais vues, qui sont mythiques, et d'autre part, le fait que les Piggies vouent un culte étrange aux arbres pères, qu'ils considèrent littéralement comme leurs ancêtres. Mais les cochons, ça ne descend pas des arbres. Le meurtre brutal de Pipo, alors qu'il était respecté et même aimé des Piggies, devient un mystère opaque, un acte de trahison impossible à interpréter selon les schémas humains. Et c'est là que tout le malentendu a commencé. Car la clé réside dans la biologie. On apprend, à la fin du roman, que sur Lusitania, toute forme de vie a dû s'adapter à un fléau local unique, la Descolada. C'est une maladie qui déchire les molécules génétiques et les empêche de se régénérer ou de se reproduire. Lorsque les humains se sont installés sur la planète, elle a décimé une grande partie de la colonie, avant que ne soit mis au point un vaccin. Mais les espèces indigènes, elles ont survécu par l'adaptation. La Descolada ne se contente pas d'altérer l'ADN, elle force également les organismes à se recombiner et à fusionner avec d'autres formes de vie. Toute la faune et la flore de Lusitania aujourd'hui évoluent ainsi en symbiose, formant des binômes animal-végétal. Les mouches sont liées aux roseaux et les Piggies avec les arbres. Alors, c'est là que c'est complètement fou. Et accrochez-vous bien. Les Piggies, en fait, ont raison de vénérer les arbres comme leurs ancêtres, car biologiquement, ils descendent bien d'eux. Chez les Piggies mâles, la mort n'est pas une fin en soi, mais une métamorphose. Après toute une vie passée en tribu, lorsqu'un individu atteint un certain degré de sagesse ou d'accomplissement, il est choisi pour mourir. La mise à mort, exécutée soit par un ami, soit par un grand rival, est en fait un rite d'honneur. Du corps surgit alors un arbre père, un être végétal conscient, porteur de mémoire, et qui continue à participer à la vie de la communauté. Chez les Piggies, le dimorphisme sexuel atteint un degré extrême. Les femelles naissent au cœur d'un unique arbre-mère, sacré, dissimulé dans la forêt. Minuscules, elles rampent à l'intérieur du tronc. Certaines deviennent des petites mères. Elles sont vouées à la reproduction. Elles vont être transportées jusqu'aux arbres pères, où elles seront fécondées par leur sève. Mais leur destin, il est absolument tragique. Leur corps n'a aucune voie naturelle pour mettre bas, et donc donner naissance, pour elles, ça signifie mourir, car leurs enfants doivent les dévorer de l'intérieur pour sortir. Leur cycle de vie, il est fulgurant. Elles sont fécondes dès l'enfance, et elles meurent avant même d'avoir atteint l'âge adulte, sans avoir connu ni parole, ni pensée, ni autonomie. Pour les Piggies, ce sont des varels, parce qu'elles n'ont aucune conscience, elles n'ont aucun moyen de communiquer, elles sont réduites à l'état animal. À l'opposé, on a les épouses. Ce sont des femelles stériles ou non choisies pour enfanter, on ne sait pas trop. En tout cas, elles grandissent jusqu'à atteindre l'âge adulte et elles deviennent même les dirigeantes des communautés Piggies. Elles sont infiniment respectées et du coup on comprend que ce ne sont pas des démons. Tout le malentendu résidait dans ce que la mort voulait dire pour chaque espèce. Comme avec les dorifores, c'est la biologie, ou plutôt l'interprétation de cette biologie, qui a mené à une incompréhension tragique entre deux civilisations différentes. Les humains, avec leurs schémas mentaux, forgés par leur propre expérience corporelle, étaient tout à fait incapables d'imaginer une structure biologique aussi étrangère, aussi complexe. Pour eux, la mort est une perte, une fin, alors qu'au contraire, pour les Piggies, c'est une condition nécessaire à la vie. Ce qui nous paraît, pour nous, une cruauté insoutenable, pour eux, c'est un rite sacré, une métamorphose vers un autre état de conscience. Toute la tragédie naît de cette fracture. Un même geste est interprété pour les uns comme un meurtre et pour les autres comme un honneur. Si les Piggies ont assassiné Pipo, c'était parce qu'ils pensaient
lui faire atteindre le degré ultime de la conscience comme eux. Ils ne savaient pas que pour nous les humains, cela ne fonctionne pas ainsi. Face à ces révélations biologiques, chaque personnage va réagir selon ses cadres mentaux, selon son propre seuil de tolérance et ses biais culturels. À travers Ella, Wanda et Ender, l'auteur dessine 3 figures contrastées dans leur confrontation avec l'altérité. Ella, tout d'abord, reste imperturbable. Pour elle, les Piggies sont avant tout un objet d'étude, des animaux extraterrestres évolués, dont elle observe les pratiques avec la rigueur d'une biologiste accoutumée aux formes de vie les plus déroutantes. Rien ne la scandalise, ni la violence des meurtres rituels, ni celle de la dévoration des petites mères. Son regard demeure clinique, protégé de toute implication morale. Wanda, à l'inverse, elle vacille, car elle a franchi un seuil qu'Ella n'a pas encore passé, celui qui transforme réellement les Piggies en Raman, c'est-à-dire en alter ego, doué de sensibilité et de dignité. Cette reconnaissance, à la fois, elle élève sa relation avec eux, mais elle la fragilise en retour. Car plus elle les humanise dans son esprit, plus leur étrangeté lui devient insupportable. Elle est alors prise dans une contradiction qui semble inextricable. Comment continuer à aimer ces êtres alors qu'ils perpétuent des rites qu'elle juge barbares ? Sa lucidité devient une véritable souffrance et son empathie un déchirement. Ender, lui, va plus loin que ses amis. Là où Ella reste bloquée par la distance scientifique qu'elle conserve entre elle et les Piggies, là où Wanda est déchirée par sa propre empathie, Ender franchit le pas décisif. Il assume que comprendre l'autre, c'est parfois entrer dans son monde au prix de ses propres repères. Il apprend à voir réellement avec les yeux de l'autre. Il accepte de commettre l'acte qui pour lui a la gravité d'un meurtre parce que c'est ce qu'exige l'amitié. Il accepte d'agir non pas en fonction de ce qu'il croit juste, mais en fonction de ce que son ami Piggy considère comme nécessaire. La stratégie Ender posait déjà cette grande question. Peut-on vraiment comprendre une autre civilisation sans projeter sur elle notre propre cadre de pensée ? Dans un univers où les différences civilisationnelles sont gigantesques et où les quiproquos surviennent instantanément, comment se positionner face à des espèces radicalement autres ? Dans une précédente vidéo, je vous parlais du paradoxe de Fermi et de la théorie de la forêt sombre développée par Liu Cixin dans sa trilogie du problème à 3 corps. Dans ses romans, il introduit le concept de la chaîne de suspicion. Il s'agit d'un mécanisme où chaque partie, dans une situation de conflit ou d'incertitude, se méfie des intentions des autres. Chaque individu ou groupe imagine ce que l'autre pense de lui, puis se demande ce que l'autre pense qu'il pense, et ainsi de suite. Cette boucle infinie d'interprétation et de doute empêche toute communication claire et renforce les tensions. Selon lui, c'est ce qui mène au drame dans le cas des civilisations extraterrestres. J'ai peur que l'autre ait peur que je lui veuille du mal. De ce fait, la peur est exponentielle, et chaque tentative de communication devient un risque mortel. Dans une telle forêt peuplée de chasseurs invisibles, la stratégie la plus rationnelle devient souvent la plus cruelle, frapper le premier. La Voix des morts explore ces mêmes questionnements, mais sous un angle vraiment différent, car on part d'une culpabilité préalable. L'humanité a déjà commis le génocide des Dorifores, et ce n'est qu'après le crime qu'elle réalise l'ampleur de son erreur. Animés par la volonté de ne pas répéter cette faute, les humains adoptent ainsi un comportement prudent, respectueux et bienveillant. Mais cette retenue, si elle se veut morale, cache en réalité une peur profonde, que les Piggies, qui sont attentifs et lucides, ont perçue immédiatement, comme le soulignent leurs propres paroles. Les êtres humains emplissent tous les mondes. Les vaisseaux vont d'étoile en étoile, dans le noir de la nuit, comblant tous les vides. Et nous sommes ici, sur notre petite planète, regardant le ciel s'emplir d'êtres humains. Les humains ont construit leur clôture stupide pour nous maintenir dehors, mais ce n'est rien. Le ciel est notre clôture. Cette citation révèle que les Piggies ne voient pas seulement la prudence humaine, ils sentent la peur sous-jacente, le désir de contrôle. Les humains redoutent en effet que l'histoire, où eux-mêmes ont jadis écrasé une civilisation beaucoup plus avancée, ne se répète, mais cette fois-ci à leur détriment. Et au fond, ils ont raison.
Si l'humanité regrette le mal qu'elle a fait aux Doryphores, c'est aussi et surtout parce qu'elle les croit définitivement disparus. Cette tension se confirme dans le dialogue suivant qui expose l'incompréhension réciproque des craintes. Ender dit à un piggy « Ils, c'est-à-dire les humains, ont peur de ce dont vous avez peur quand vous levez la tête et voyez les étoiles s'emplir d'êtres humains. Ils ont peur d'arriver un jour sur une planète et de constater que vous y êtes déjà installés. » Ce à quoi le piggy répond « Nous ne voulons pas nous y installer avant, nous voulons nous y installer aussi. » Cette réplique souligne donc la double inquiétude. Les piggies perçoivent la peur humaine comme un risque potentiel, et les humains eux-mêmes sont tentés par la crainte de voir leur domination contestée. La rencontre entre civilisations, même animée des meilleures intentions, est donc toujours marquée par la suspicion et parfois par la tragédie. En ce qui concerne le positionnement moral vis-à-vis d'une autre civilisation, j'ai particulièrement aimé le passage où les piggies réalisent l'ampleur de leur erreur. Au lieu d'honorer Pipo comme ils croyaient le faire, ils l'ont fait souffrir et l'ont purement et simplement éliminé de ce monde. La douleur qui les traverse à cette prise de conscience est intense et vraiment palpable. Un piggy explique à Ender « Lorsque je raconterai cela aux épouses, tu entendras un chagrin si désespéré qu'il ressemblera au fracas des arbres foudroyés par l'orage. » Les piggies vont être très surpris par la compréhension humaine. Comme ils le reconnaissent eux-mêmes, si c'était la situation inverse, si les humains avaient tué un des leurs de la même manière, ils auraient alors exterminé toute la colonie humaine jusqu'au dernier. Pourtant, les humains ont choisi de comprendre, d'analyser les raisons de ce meurtre et ont su éviter un bain de sang. Cette retenue marque un contraste saisissant avec l'expérience des Doryphores et montre une espèce qui sait évoluer et apprendre de ses erreurs. Je ne peux m'empêcher de m'interroger sur la plausibilité de certaines hypothèses du roman. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que évaluer le réalisme du roman n'a en soi aucun intérêt pour en apprécier la richesse ou la portée. Cette partie relève simplement d'une expérience de pensée, se demander si les événements et réactions imaginés par l'auteur pourraient se produire dans notre propre réalité. Personnellement, j'ai un petit peu de mal à croire que l'humanité aurait reconnu aussi facilement sa responsabilité dans le génocide des Doryphores. Il ne faut pas oublier que ce sont les Doryphores qui ont lancé les hostilités. Certes par erreur, mais dans l'imaginaire collectif, cela suffirait certainement à justifier une annihilation totale. Il me semble plus probable qu'un récit de légitime défense se serait imposé par la suite, malgré les écrits de Démosthène. En revanche, je trouve l'approche assez réaliste concernant la découverte d'une nouvelle espèce plus primitive. Si on accepte que le postulat de base est celui de la culpabilité, alors étudier les piggies sans empiéter sur leur développement naturel, et que l'on espère sans doute le plus lent possible, me paraît assez cohérent. Mais la réaction humaine face au meurtre de Pipo semble un petit peu moins réaliste. Il est difficile d'imaginer que la société aurait conservé un tel sang-froid. Il me semble que des mesures beaucoup plus drastiques auraient certainement été prises immédiatement, et l'affaire serait devenue une priorité absolue, autant politique que militaire. Orson Scott Card s'était déjà révélé visionnaire dans la stratégie Ender, anticipant un petit peu l'invention des réseaux sociaux et leur impact sur les opinions politiques. Dans La Voix des morts, il va encore plus loin, en explorant déjà l'intelligence artificielle à travers le personnage de Jane. Entité consciente, née des flux de données interstellaires, Jane n'est pas un simple outil. Elle possède sa propre personnalité, ses émotions et une capacité d'action autonome. Elle se considère d'ailleurs comme la troisième espèce que l'humanité doit apprendre à reconnaître, comprendre et accepter, aux côtés des Doryphores, des piggies en tant que Raman. À travers Jane, le roman ouvre une réflexion très intéressante sur les frontières de la vie et de la conscience, interrogeant ce qui fait un être, un sujet capable de relation, d'empathie et de reconnaissance morale. Card anticipe ainsi des débats philosophiques et éthiques qui deviennent aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Certains romans se suffisent à eux-mêmes.
Et la stratégie Ender n'en faisait clairement pas partie. Il ouvrait trop de portes, posait trop de questions, pour ne pas appeler à une suite capable d'approfondir ses réflexions. La Voix des Morts, bien que moins connue et parfois perçue comme lent ou perché, me semble à ce titre un roman remarquable et peut-être même encore plus ambitieux que le premier tome. Cette suite n'est certes pas exempte de défauts. Le traitement du personnage d'Ender y est un peu moins attachant, mais sa trajectoire reste cohérente et profondément signifiante. L'empathie qui constituait sa force redevient ici l'outil décisif pour surmonter les incompréhensions entre les espèces extraterrestres et les humains. C'est sa capacité à se mettre à la place de l'autre, même lorsqu'il est radicalement différent de lui, qui lui permet de comprendre véritablement et de dissiper les malentendus. Le roman regorge de mystères et de suspense, de révélations déroutantes, parfois perchées mais toujours fascinantes. C'est précisément cette combinaison d'étrangeté et d'intelligence qui constitue toute sa force.